C'est QFD, c'est maintenant et c'est sur Kwesi. Et aujourd'hui, c'est avec le docteur Martial Henry. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un immense honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. De rien et bonjour. Nous allons parler de la départementalisation de Mayotte et revenir un petit peu avec vous sur ce combat que vous avez mené avec Younoussa Bamana et d'autres, évidemment, dont vous avez été très proche. Mayotte française, Mayotte département, c'est le combat d'une vie politique? Oui, c'est le combat de toute une vie politique. Nous étions un groupe, mais ce sont les femmes mahoraises qui ont été à l'origine vraiment du combat, même si en 1958, Naouda Georges et les notables de Mayotte avaient déjà annoncé la couleur que Mayotte resterait français si jamais le territoire des Comores demande l'indépendance. C'était ça, donc une volonté. On a un peu le sentiment que l'acte de cession signé en 1841 par le sultan Djian Souli et le commandant Passo est resté dans la conscience collective des Mahorais. C'est pour ça qu'en 1958, il y a eu on parlait déjà de l'indépendance, c'était le cours de l'histoire, au niveau des pays africains, c'était la mode de l'époque, le courant de l'histoire, comme on dit, indépendance, et les Mahorais déjà avaient lancé la couleur en disant non, nous voulons rester dans la République française. Les femmes de Mayotte, pour des raisons liées au transfert de la capitale et l'appauvrissement des familles mahoraises. À la suite, il n'y a pas eu de mesures de compensation de cette transfert de capital qui avait vraiment fait que Mayotte était dans une situation de pauvreté qui s'est accentuée. Les femmes se sont donc révoltées et donc ont déclenché donc ce combat, mais tout en gardant cette philosophie du maintien de Mayotte dans la République française. Et pourquoi, docteur? Parce que je pense, parce que à cette époque-là, on avait au niveau des îles une certaine préférence. Les grandes îles, comme la Grande Comore et Anjouan, se considéraient, enfin les hommes politiques, des notables, des nobles, comme on dit, se considéraient comme supérieurs aux gens de petites îles comme Mayotte et Mouili. Voilà, c'est ça. Et la population était assez ulcérée par cette, comment dirais-je, cette discrimination. Une discrimination qui se traduisait même dans les crédits qui sont envoyés. Nous étions tous français, mais les moyens mis à la disposition du territoire des Comores étaient utilisés en grande partie à la Grande Comore et en Jouan, et c'est ça qui fait que les Mahoraises ont été vraiment frustrés de cette situation. La deuxième raison, je crois que c'était déjà, certes, le courant de l'histoire fait les indépendances, mais les petites entités comme Mayotte, petite île, ou même pouvaient-ils s'en sortir économiquement sans, comment dirais-je, sans l'appui, sans la solidarité nationale. Un petit peuple à l'époque, c'était à peine 47 000 habitants, 40 000 habitants, une île très pauvre, peu développée sur le plan, disons, économique, est-ce qu'ils pouvaient s'en sortir? Et les leaders mahorais, ont considéré que la colonisation est une chose, mais c'est que c'est le passé. La France
est devenu un État de droit et ils ont pensé que rester dans la République française, c'est préserver ses droits et ses libertés. Voilà le fondement de ce choix. Et vous pensez que la population aujourd'hui n'a pas oublié justement les raisons de ce choix, ce que vous venez d'expliquer? Oui, alors la population aujourd'hui, peut-être que l'époque est comme ça, c'est qu'on a oublié aujourd'hui que ce choix que les Mahorais ont fait, la raison de ce choix de statut des départements avait été de deux sortes. La première raison, c'est que le statut de département, l'article 73 de la Constitution, être département d'outre-mer français est un verrou constitutionnel. Ça permet de penser que sauf si d'aventure ou bien, c'est une hypothèse, hein, que les Mahorais veulent un jour être dépendants, il faut qu'ils le votent à plus de 75% de suffrage, ou bien que le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat français, puissent voter à plus de 75% que Mayotte aille dans ce... Voyez-vous? Donc, en fait, ce sont les Mahorais qui ils sont libres de leur destinée. C'est ça l'importance. Donc, la Constitution, le fait d'être département français, un statut de département français d'outre-mer, a permis aux Mahorais de penser que c'est un ancrage définitif dans la République française. Non seulement c'est un ancrage définitif dans la République française, mais c'est également un gage de liberté. Le 31 mars 2011, quand Mayotte est devenue département, vous avez ressenti quoi dans votre cœur? Alors, j'ai ressenti, parce que je ne sais pas si vous le saviez, le président Douchina, qui était le président du Conseil général, oui, m'avait demandé de présider la campagne électorale. Bon, il m'a dit, vous êtes un rassembleur, il va falloir que vous habitiez. Je dis, ah ben non, je ne suis pas un homme politique, c'est terminé. Ben non, vous êtes un rassembleur, c'est vous qui pourrez... Bon, j'ai accepté et j'ai fait campagne avec... comme vice-président de cette campagne, Zoubeira Dinandi, que Dieu son âme, hein, qu'Allah le reçoive au paradis. Il y avait Swabadine Ibrahim, qui était sénateur, il y avait Zaina Beres et une dame de Chirongi. Enfin, il y avait 4 vice-présidents. Je n'étais pas tout seul, donc j'avais une équipe qui m'accompagnait et on a fait le tour de Mayotte pour des réunions avec tous les partis politiques et on a fait le tour de Mayotte pour expliquer pourquoi il faut voter oui. Certains s'imaginent aujourd'hui qu'on n'avait pas expliqué. En fait, la motivation profonde n'était pas les avantages sociaux. Comme certains pensent aujourd'hui que nous nous sommes battus pour la départementalisation seulement pour les avantages sociaux. Ah non, nous nous sommes battus pour la départementation, pour la liberté des Mahorais et l'ancrage définitif dans la République française, donc des raisons vraiment politiques, et nous nous sommes battus pour le développement économique et social de Mayotte. Donc après le 2011, le 31 mars 2030, le combat pour le maintien de Mayotte dans la République française est gagné. Nous étions tous très heureux que ce combat ait abouti après 50 ans. Hein, voyez-vous, nous étions heureux de ça et nous avons dit à nos jeunes collaborateurs qui prenaient la relève, maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est le développement économique et social de Mayotte, c'est l'égalité républicaine, c'est l'égalité sociale. C'est ça votre rôle aujourd'hui. Et quel regard vous portez sur ces 10 premières années, puisque ça fait 10 ans maintenant? Alors, le regard que je porte, il y a eu effectivement des contraplans, des efforts des institutions
Je prends l'exemple du centre hospitalier de Mayotte, du système de santé. Il y a eu des efforts conséquents pour le développement du système de santé. Le CHM, les dispensaires et tout ça ont été vraiment positifs. Les écoles, l'éducation a été également très développée. Les infrastructures peut-être moins parce que la piste longue est restée en suspens. Disons le contournement de Mamoudzou est resté en suspens. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu quand même des avancées. Il y a vraiment, moi c'est ce que je pense, qu'il y a eu des avancées notables parce que nous avons mis en place de notre temps, du temps de la collectivité territoriale et de la collectivité départementale sous la présidence de Bamana, on avait vraiment fait avancer Mayotte. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la pauvreté s'est amplifiée. Mais pour moi, je vous assure, c'est l'explosion démographique qui est vraiment l'handicap majeur de Mayotte. Figurez-vous que Mayotte est passé à 250 000 habitants, alors que vers les années 80, il était à 47-50 000 habitants. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, hein? Une croissance presque 6 fois supérieure, et tout ça, bon, les infrastructures, les moyens qui sont mis en place sont insuffisants par rapport à cette démographie galopante. Donc c'est le challenge des 10 prochaines années en réalité de la départementalisation. Maîtriser Voilà. ce flux. Voilà. Pardon? C'est maîtriser ce flux, le challenge. Alors c'est premièrement maîtriser ce flux qui a deux origines, c'est-à-dire la natalité trop forte. Alors que dans notre temps, 96-90, nous avons mis en place un planning familial. On disait même 1, 2, 3 basses. 1, 2, 3 basses. Hein, oui. Et puis en Shimaore, Panzata Panzarehem, pour essayer de faire comprendre aux familles qu'il vaudrait mieux avoir 2, 3, au maximum 4 enfants qu'on peut élever, mais plutôt que d'en avoir 8 qu'on ne pourrait pas élever. Donc cette politique, dommage, n'a pas été suivi d'une façon plus dynamique par nos successeurs. Hein. Et puis ensuite, il y a l'immigration irrégulière qui a fait vraiment exploser cette démographie. Voilà. Docteur Martial Henry, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui. Et puis on se retrouve prochainement pour poursuivre nos débats et nos échanges. Voilà, avec plaisir, madame. À bientôt pour un prochain CQFD. Bonne journée.